Oui, je crois qu'on partage tous les trois un peu ces convictions-là. Donc, je ne vais pas effectivement vous resservir le discours que nous tenons depuis longtemps à l'IRI sur la figure de l'amateur et surtout les séminaires et toutes les études et les travaux qu'on a menés sur cette question, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue technologique, parce que peut-être la distinction qu'il faudrait faire aujourd'hui par rapport à la figure de l'amateur historique, c'est bien précisément celle de la technologie. L'amateur a toujours eu un rapport à la technologie. Le baron de Caylus, à l'époque de la grande querelle des amateurs, justement, à l'époque où justement il y avait des amateurs qui étaient nommés par le roi pour justement décréter un petit peu les jugements de goût et donner le ton des artistes qu'il fallait pouvoir admirer. À cette époque-là, donc par exemple, Caylus est en réaction par rapport à cet académisme, et il développe à l'époque les eaux-fortes, donc des techniques qui sont peut-être plus faciles à utiliser que la peinture officielle, mais qui sont adaptées aux amateurs. Donc il y a toujours eu historiquement, à travers les siècles, un lien fort entre la figure de l'amateur et ce que nous on appelle son organologie, c'est-à-dire les instruments qu'il va utiliser. Alors, je vous passe l'historique parce qu'on pourrait faire un passage par le cinéma, par le Super 8, par les caméras amateurs, par la photo amateur, et vous retrouvez tout ça. C'est très intéressant de suivre une sorte de technogénèse des instruments, donc des technologies, par rapport aux pratiques amateurs. Alors aujourd'hui, dans quelle situation nous trouvons-nous? Nous nous trouvons dans une situation d'hyper-équipement technologique, dans lesquels la figure de l'amateur a à nouveau à se positionner par rapport à ces outils. Alors ce qui est intéressant à mon avis dans des plateformes comme celle de Mustrec, c'est précisément qu'il y a une attention qui est prêtée à l'amateur. Mais je dirais que c'est pas tout à fait suffisant, et qu'il y a en plus dans Mustrec quelque chose qui nous semble intéressant parallèlement à cette ouverture à la contribution, puisque aujourd'hui on parle d'économie de la contribution, par rapport à ce que François décrivait comme effectivement un peu la sortie d'une sorte de consumérisme culturel de masse. Donc dans cette économie de la contribution, ce qui est intéressant dans des plateformes comme Mustrec, et dans les plateformes que l'IRI a développées aussi, puisqu'en fait, lorsque vous avez commencé vos ateliers, on y a participé immédiatement. Avec les premiers étudiants de Boston, en 2008, on est venu intervenir pour les aider, parce qu'au même moment, nous développions ce type de plateforme de contribution à l'époque pour l'exposition Traces du Sacré au Centre Pompidou. Mais ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il combine une approche amateur avec une approche qui peut être institutionnelle. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. C'est aussi une caractéristique de l'amateur, c'est qu'il se positionne, pas forcément, mais en tout cas souvent, par rapport à la référence professionnelle. Soit en opposition, soit en admiration, soit en affection, je dirais, par rapport aux artistes ou aux institutions, aux paroles officielles. Alors ce qui nous avait particulièrement intéressé au début de Mustrec, c'était ce parcours réalisé par Shipta Gupta, qui est une artiste que vous avez fait intervenir et qui a été un peu un déclencheur pour les contributeurs, justement, parce que vous avez donné la parole à une artiste. Vous auriez pu donner la parole à un commissaire d'exposition, comme nous on l'avait fait avec Jean Deloisy au Centre Pompidou. Et c'est cette idée-là, c'est d'essayer de combiner ce qu'on appelle en termes scientifiques du top-down, pour dire un petit peu de la vérité qui vient d'en haut, avec du bottom-up, qui lui au contraire est de l'ordre de la contribution sociale, de ce qu'on appelle l'innovation ascendante. Donc ça c'est intéressant, parce que sur ce type de plateforme c'est possible. On peut créer son parcours, mais on peut réagir à un parcours qui existe. On peut effectivement poser des questions, ou bien même le compléter, ou le remettre en question. Donc ça c'est cette idée des contrepoints qu'on avait développé aussi dans Traces du Sacré, en interrogeant d'abord des critiques d'art qui n'étaient pas d'accord forcément avec la position du conservateur, de Jean Deloisy en l'occurrence, mais donc de manière systématique pouvoir autoriser cette prise de parole et cette espèce de croisement des regards sur une même plateforme. Je pense que ça c'est l'avenir, c'est des choses intéressantes.
Alors ça c'est une première caractéristique, hein, top-down, bottom-up. Donc je pense que ça c'est le premier aspect qui nous intéresse. Il y a un deuxième aspect qui nous intéresse dans les travaux qu'on mène à l'IRI, c'est la question de l'attention, qui est liée souvent à la motivation, et qui aujourd'hui est un problème qui va jusqu'à quelquefois des cas dramatiques, hein, des cas d'addiction par exemple, parce que tous ces outils sont, comme dirait Bernard Stiegler, des pharmacones, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois tout à fait bénéfiques, permettre une grande émancipation, on dirait nous une individuation, mais ils peuvent aussi être tout à fait sclérosants s'ils sont mal conçus. Là justement il est conçu d'entrée pour pouvoir empêcher ça, cette espèce d'univocité du message. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut aussi marier des types d'attention qui sont différents. Alors nous on se réfère très souvent à Catherine Hels qui aux États-Unis développe des études justement sur les temps et les technologies de l'attention. Et avec ce type de dispositif, je pense qu'on peut être amené à pouvoir développer une attention à la fois fluctuante, comme on en a aujourd'hui l'habitude avec les jeux vidéo, avec l'Internet. Je peux zapper, je peux cliquer rapidement, aller voir, butiner, comme disent nos amis québécois, dans la carte. Mais je peux tout à fait passer dans un autre mode d'attention, qui est le mode plutôt de l'attention soutenue, que Catherine Hels s'appelle la deep attention. Et on a donc, sur ce type de plateforme, la possibilité de croiser les deux. Donc avec, par exemple, la rédaction d'un texte, vous avez vu qu'il y a certains textes qui sont assez longs, hein, qui sont assez réfléchis. Donc ça c'est intéressant parce qu'on marie des formes d'attention différentes. Ça c'est un deuxième élément qui nous semble intéressant dans ces dispositifs. Un troisième élément important, c'est la mobilité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ce qui est intéressant dans les dispositifs mobiles, c'est pas seulement effectivement d'avoir l'information avec soi, de pouvoir transporter de l'information, de pouvoir accéder à toutes ces informations. Ce qui va être un petit peu un point clé dans les dispositifs mobiles, et c'est là-dessus que nous on mène nos recherches, ce sont des enjeux de synchronisation. Aujourd'hui, l'information, de toute façon, elle est accessible, ou elle sera accessible partout et à des niveaux absolument infinis. Ce qui va faire la différence, c'est les bons niveaux de synchronisation. C'est-à-dire, un système qui va me proposer de croiser un programme qui a une temporalité, finalement. Tous ces petits programmes ont une temporalité, il faut du temps pour les lire. La capacité de ces systèmes à bien croiser ces temps de lecture, donc ces lignes de temps, si vous voulez, avec ma propre attention, ma propre vitesse de lecture, ma propre volonté de passer un certain temps sur les contenus, c'est ça qui est important. C'est pour ça que nous, en ce moment à l'IRI, on travaille beaucoup sur des dispositifs de synchronisation avec des dispositifs comme Twitter, par exemple. Parce que c'est un dispositif de synchronisation, Twitter. On s'en sert essentiellement pour commenter quelqu'un qui est en train de parler dans une conférence. Par exemple, moi, ici, en ce moment, vous pouvez me tweeter pendant que je parle. Mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver, après la conférence, éventuellement sur un site web de ce type-là, l'enregistrement qui a été produit et de pouvoir vous resynchroniser et resynchroniser vos tweets notamment avec ce que vous avez entendu. Donc tous ces dispositifs qui vont permettre de resynchroniser l'information, c'est un enjeu extrêmement important. Il faut apprendre à se servir des outils existants pour faciliter cette resynchronisation des jugements, des paroles des différents visiteurs. Et enfin, il y a un dernier élément qui n'est pas développé encore dans Bustrec, mais qui nous semble intéressant à l'avenir, c'est la question de la motricité, qu'on a souvent on confond souvent avec la mobilité. La motricité, c'est d'abord le corps, c'est-à-dire c'est l'enjeu de votre déplacement dans l'espace du musée ou dans l'espace de la ville. Cet enjeu du corps, on l'a un peu trop souvent négligé dans les dispositifs numériques, forcément, puisqu'on est plutôt, malheureusement, assis devant son ordinateur, ou éventuellement assis dans un RER en train de regarder son mobile, mais pour moi, ça manque un peu de motricité. On est mobile, certes, je suis mobile, je suis dans un RER, je consulte un programme, je bouge, mais je ne fais pas acte de motricité avec mon corps. Alors, vous allez me dire pourquoi faire. La motricité est un élément de jugement et de compréhension des œuvres qui est absolument fondamental. Par exemple, pour bien comprendre un tableau, une peinture, il faudrait avoir à la main, peut-être avec son mobile d'ailleurs, une sorte de pinceau. Pour bien comprendre une musique, il faut pouvoir tapoter sur un clavier ou sur un instrument de musique.
Bon, ça, c'est des théories qui sont des théories qu'on appelle de l'énaction, qui ont été introduites par Varela dans les années 70, que nous, on travaille beaucoup avec différents laboratoires, notamment à l'université de Compiègne. Et ces techniques-là, qu'on appelle de boucles sensorimotrices, vont petit à petit nous arriver. Pourquoi? Parce que nos mobiles ne sont plus seulement des éléments qui nous permettent de transporter l'information, mais c'est aussi des éléments qui vont faire jouer notre corps. Vous voyez aujourd'hui la convergence des mobiles avec les tablettes. Les tablettes tactiles, déjà, vous permettent d'introduire du geste. Votre mobile, vous pouvez le secouer, il y a des gestes qui vont commencer à avoir un intérêt. Donc, petit à petit, réintroduire ces capacités de motricité sur les mobiles va apporter encore d'autres possibilités de contribution sur des plateformes telles que Mustrek. J'espère, en tout cas, ça peut être une extension future pour le projet. Je réagis juste sur ce que tu dis, qui le prouve beaucoup. D'ailleurs, c'est un de vos partenaires, je crois, Microsoft, avec Skin Touch, je crois, ou je sais pas quoi, où l'avant-bras sert de télécommande, en fait. Donc on appuie plusieurs fois et puis ça plaît, ça va plus vite, on retourne au menu, donc c'est le corps qui contrôle l'outil finalement. Et ça, c'est en R&D, et ça marche vraiment très bien, c'est assez impressionnant, donc c'est vrai que c'est pas très loin. Peut-être si vous avez des questions, ce sera plus intéressant que je vous fasse le cours sur les technologies numériques. Bonjour, moi j'ai une question. Je voulais savoir comment cette plateforme elle pouvait s'articuler avec les outils qui sont développés dans les grosses institutions qui ont les moyens justement de pouvoir, que ce soit sur leur site internet ou avec les applications mobiles. Enfin, est-ce que c'est pas concurrent en fait? Et comment est-ce que du coup, vous parliez de la richesse justement du regard amateur et du regard de l'institution, mais comment est-ce que l'institution qui par ailleurs développe des outils, elle arrive à vouloir ou à devoir, à être contributeur de ce genre de plateforme? Grosse question, vaste réponse. Moi, j'ai pas de réponse toute faite pour ça. Je pense qu'il y a quand même différents types d'outils qui existent actuellement. Et il y a différents types de visiteurs. Il y en a qui prennent un audio guide, pas tous. Il y a des taux très faibles de prise d'audio guide, de plus en plus. J'ai pas les chiffres de toutes les applications mobiles, mais tout le monde ne les prend pas, et puis il y en a qui préfèrent aussi le catalogue papier et la visite libre. Donc je pense qu'à différents types de publics correspondent aussi différents types de visites, et donc de dispositifs de visite, et que la diversité ne fait pas forcément de la mise en concurrence. Après, pour s'adapter entre les sites internet, tout dépend, après il faut faire un audit des outils existants par structure, mais comme je disais déjà, la possibilité sur la plateforme Mustrek de rentrer différents types de contenus, donc ça peut être des contenus différenciés, ça peut être du contenu payant, donc qui viendrait en complément là aussi d'un certain nombre de choses. Après, il y a des interactions qui sont tout à fait possibles auprès du site internet, et la façon dont on travaille nous, avec les institutions, avec Mustrek, c'est quand une institution vient nous voir, il y a un niveau très simple pour mettre ses contenus en ligne, et puis après on peut aller plus loin et développer des modules supplémentaires, des modules de jeu, des modèles, on peut aussi créer des touches entre différentes applications, ça c'est possible. Évidemment, ça demande plus de moyens, mais il y a des choses qui sont faisables. Voilà.